en fait un conte qu'on a fait. Le conte qu'on a créé se nomme Monia et les babouches magiques. Donc Lily, Inès Rebelle, Inès Toula et moi, Agathe. Monia et les babouches magiques. Il y a fort longtemps, dans un pays oriental, un sultan et une sultane qui possédaient une grande richesse vivaient paisiblement dans un somptueux palais. Quand ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, la sultane mourut d'un grand chagrin. Le sultan décida alors d'enlever un nouveau-né à de pauvres paysans qui vivaient bien loin de son palais afin d'assurer sa dynastie. Ce jeune bébé avait la particularité d'avoir 12 orteils à ses pieds. Quand il ramena l'enfant chez lui, il annonça à son peuple que son épouse était décédée pendant son accouchement. Le sultan nomma sa fille Monia comme le prénom de sa femme. 15 années se sont écoulées sans que Monia n'apprenne la vérité sur ses origines. Elle vivait auprès de son prétendu père, mais sans mère, la princesse se sentait seule et malheureuse malgré sa grande richesse et les servantes qui l'assistaient. Elle avait besoin d'aventure et de faire ses propres choix. Mais le sultan, qui ne s'était pas remis de la mort de son époux, était rude et froid avec elle, et il lui interdisait de sortir par peur qu'elle ne retrouve ses parents biologiques. Un beau jour, son père entra dans sa chambre avec un grand sourire et lui déclara « Maintenant que tu es devenue une jeune femme belle et mature, il est temps pour toi de te marier. » La princesse ne voulait pas du tout se marier avec un étranger, mais elle n'avait pas son mot à dire. Le jour du mariage arriva. La princesse se prépara. Elle mit la robe de se marier de sa supposée mère, se fit un chignon, enfila un voile et demanda à ses servantes de la maquiller. Puis vint le moment de mettre ses babouches. Et justement, elle en vit des magnifiques en haut de son placard. Elle ne les avait jamais vues auparavant. Les babouches étaient dorées et scintillaient légèrement. Monia décida donc de les mettre, puis alla voir le sultan. Ce dernier l'entendait, lui parlait, mais ne la voyait pas. À ce moment-là, elle réalisa à sa grande surprise qu'elle était devenue complètement invisible. La princesse se dit alors qu'elle pouvait profiter de cette occasion pour s'enfuir loin du palais et échapper au mariage. Ni une ni deux, Monia prit un sac contenant de l'argent, puis partit très loin. Quand elle estima s'être assez éloignée du palais, elle essaya d'enlever ses babouches de ses pieds, mais remarqua que celle-ci était devenue trop petite, et donc impossible à enlever. Par un coup de chance, Monia vit au loin une pancarte où était gravée « Aide et conseil ». Derrière la pancarte se trouvait une tente. La princesse décida donc d'y entrer. À l'intérieur, elle aperçut un vieux sage, dont les yeux tout blancs lui firent comprendre qu'il était avant. Elle lui raconta toute son histoire et lui demanda de lui ôter ses chaussures. Mais le sage lui expliqua. Seul quelqu'un qui ressent pour toi un amour fort et sincère pourra te délivrer de ses babouches. De demain jusqu'à cet individu te sera alors révélé si tu laisses ta richesse de côté. Faute de savoir où aller, Monia marcha sans but et parvint à un village. Elle vit une grande place où des personnes vendaient des esclaves. Monia en vit un qui était maigre, triste et sale. Elle eut beaucoup de peine pour lui et voulut l'acheter pour lui rendre sa liberté. Mais elle se rappela que tant qu'elle avait ses babouches aux pieds, personne ne la voyait. Monia prit une longue cape noire et s'en recouvrit le corps et le visage. Cette apparence inquiétante avait au moins le mérite de lui permettre d'être vue par les habitants du village. Monia partit voir le vendeur et lui proposa la moitié de l'argent qu'elle avait sur elle contre l'esclave. À sa vue inquiétante, le marchand refusa une première fois. Elle lui proposa alors les 3/4 de son argent, mais le marchand refusa une deuxième fois. La troisième fois, Monia lui donna tout son argent, priant pour que ce soit assez. Cette fois-ci, il accepta et lui donna l'esclave. En tentant de lui rendre sa liberté, l'esclave lui demanda, en guise de remerciement, s'il pouvait l'accompagner dans sa quête. Monia, surprise, l'interrogea. « Pourquoi ne souhaites-tu pas partir et vivre ta propre vie ?» L'esclave répondit. « Je te suis reconnaissant de tout ce que tu as fait. Et pour cela, je veux t'aider dans ta quête. Mais il est vrai que sans quelqu'un pour prendre des décisions à ma place, je me sentirais perdue et inutile. » Par ces mots, la princesse accepta, et ses babouches se mirent à lui faire faire des pas vers une direction. Monia comprit alors la phrase du vieux sage. Elle n'avait plus d'argent, certes, mais des babouches pour l'aider et un ami pour l'épauler. Ces dernières la menèrent devant un étrange désert. Les deux compagnons observèrent des îles composées d'eau. Celles-ci étaient entourées de sable qui bougeaient comme des vagues.
Ils contemplèrent la beauté de ce paysage, quand soudain, l'esclave fit remarquer à Monia qu'ils s'enfonçaient tous les deux, petit à petit, dans le sable. Tout à coup, un serpent surgit de nulle part, les interceptant et leur dit alors « Je suis le gardien du désert, et si vous voulez passer de l'autre côté de mon territoire, sans sombrer dans le sable, il faut répondre à mon énigme. » Monia et l'esclave acceptèrent pour sauver leur vie. Et le cobra posa son énigme. « Celui qui me possède aimerait me partager, mais celui qui me possède qui ne possède plus. Je refais. Celui qui me possède aimerait me partager, mais celui qui me partage ne me possède plus. Qui suis-je? Les deux jeunes gens se regardèrent d'un air paniqué, car ils n'avaient aucune idée de la réponse, tandis que leur cou commençait à toucher le sable. Par instinct de survie, ils se débattirent, mais en vain. Dans ses derniers instants de vie, Monia déclara à l'esclave, toute tremblante, qu'elle voulait lui confier son secret. Mais celui-ci répliqua que ce ne serait plus un secret si elle le lui révèle. À ces mots, les deux amis réalisèrent que la réponse était bel et bien le secret. Et ils crièrent encore « Secret !» Suite à la promesse du serpent, la princesse et son ami sortirent du sable et soulagés, ils continuèrent leur chemin. Une fois sortis de ce lieu merveilleux, et après plusieurs heures de marche, Monia et son compagnon de voyage arrivèrent devant une jolie petite maison. C'est à ce moment-là que les babouches s'arrêtèrent de bouger. Ils comprirent alors tous les deux qu'ils étaient arrivés au bout de leur quête. L'esclave décida alors qu'il était temps pour lui de s'en aller et de laisser Monia terminer ce qu'elle avait commencé. Après le départ de l'esclave, elle vit soudain un monsieur assez âgé avec un visage triste et sans espoir. Monia alla le voir et, prise d'une confiance qu'elle ne comprenait pas elle-même, se mit à lui raconter toute son histoire. L'homme, étonné, demanda qu'elle retire sa cape et découvrit qu'elle disait vrai, car il ne la voyait pas. Il proposa alors de tenter de retirer lui-même les babouches qui serraient si fort les pieds de Monia. Étonnée par cette proposition, celle-ci accepta tout de même en lui mettant son pied entre ses mains. Surpris, l'homme lui ôta la première babouche avec une grande facilité. La princesse regardait l'homme d'un air surpris et se rappela les paroles du sage qui lui avait dit que la seule une personne qu'il aime d'un amour fort et sincère pourrait lui enlever ses babouches. Alors elle pensa, mon âme sœur serait un homme vieux et mélancolique, alors que moi j'ai 15 ans et que je souhaite être libre. Le vieil homme retira la seconde babouche. Alors que Monia redevenait visible, il constata que la jeune fille avait un orteil de plus sur chaque pied. Il la regarda et lui expliqua que lui et sa fille disparue avaient 12 orteils et lui clama « Tu m'as dit que tu avais 15 ans en me racontant ton histoire. 15 ans, et cela fait 15 ans qu'on m'a retiré ma fille chérie de mes propres mains. » Monia comprit alors que les babouches ne l'avaient pas amenée à son âme sœur, mais à son père, son véritable père. Sa mère, qui avait discrètement assisté à la scène, fut si émue qu'elle éclata en sanglots et cria « Ma fille bien-aimée !» La petite famille se prirent dans les bras, heureuse de ces retrouvailles inespérées après tant d'années de séparation. Pendant ce temps, les babouches eurent le temps de repartir au palais. Lorsque le sultan les vit, il les mit sans hésiter et devint invisible à son tour. Puisque personne ne l'aimait d'un amour fort et sincère et éternel, il vécut dans la solitude et l'inexistant jusqu'à sa mort. La morale de cette histoire est l'argent et la puissance ne suffisent pas à une vie heureuse. Seul l'amour véritable peut guider nos pas vers le bonheur si on est prêt à tout abandonner